Où sont les coins à champignons? Alors, qu'est-ce que tu comptes te dire à tous ces gens? Je pense qu'on va leur dire la vérité. Salut Météo Languedoc, bonjour à tous. On se retrouve comme prévu pour répondre à toutes vos questions, qu'elles traitent de la météo, du climat ou encore d'autres sujets. On va commencer par se présenter. Je suis Christophe de Météo Languedoc. Moi, c'est Alexandre, co-gérant également. On va commencer tout de suite par la première question, et pas des moindres, avec où sont les coins à champignons? C'est Christophe qui nous pose cette question. Mais avant tout, on va répondre à d'autres questions, donc surtout, ne manquez pas la fin de la vidéo. Première question de Joël qui nous demande comment ça va. Alors nous, comme toujours, on est de bonne humeur. On est passionné par notre métier, qu'il fasse beau, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid ou chaud. On est toujours de bonne humeur, ça va très bien. Merci Joël. On espère que vous aussi, la communauté, vous allez bien. Et forcément, j'en profite pour vous remercier de nous suivre aussi nombreux depuis 10 ans, puisque ça fait effectivement plus de 10 ans qu'on a créé Météo Languedoc tous les deux avec Alex. Allez, on passe à la seconde question. Comment voyez-vous cet hiver de Romain? Un hiver qui, on l'espère, réservera de belles surprises. En étant plus sérieux, vous le savez, on est quand même dans un contexte d'évolution du climat et depuis quelques années, on le ressent bien avec des hivers qui sont de moins en moins froids et surtout des probabilités de neige qui sont de plus en plus faibles. C'est une réalité de l'évolution climatique. Alors pour être honnête, difficile d'annoncer, de faire des prévisions 3 ou 4 mois à l'avance. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, sur la base de ce qu'on voit sur nos cartes de prévision, on devrait avoir un hiver relativement anticyclonique, ce qui veut dire un peu plus sec que la normale, voire beaucoup plus sec que la normale. Et surtout des températures qui se situeraient une fois encore au-dessus des moyennes saisonnières. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on est le plus souvent au-dessus des moyennes saisonnières qu'on ne peut pas avoir un coup de froid entre les deux. Donc forcément, l'espoir reste présent, on peut avoir une vague de froid dans l'hiver. C'est un peu ce qui va se passer ces prochains jours, non? On va avoir un bon coup de froid quand même. Effectivement, hein, puisqu'on devrait avoir des températures bien froides la semaine prochaine, rien d'exceptionnel, mais on a tellement l'habitude d'avoir doux à cette période de l'année que lorsqu'on a des températures en baisse, de suite on se dit que c'est l'hiver. Prochaine question qui finalement rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Va-t-il faire froid? Est-ce qu'on aura de la neige en pleine pour le 25 décembre, pour Noël évidemment? Ça serait beau. Ça serait beau. Si ça dépendait que de nous, on dirait oui tout de suite. Alors je t'arrête, mais c'est vrai que si nous on décidait de la météo, je vous le dis, il y aurait des malheureux. Parce qu'automatiquement, on annoncerait des hivers bien neigeux. Parce que oui, c'est vrai, on adore ça. Il faut quand même se dire une chose, c'est qu'avant d'en faire notre métier, on s'est connus d'ailleurs comme ça. On partait chasser les orages, on partait voir les chutes de neige en montagne, ça a toujours été une passion. Donc si on pouvait décider, on aurait un Noël blanc. On avait regardé, je crois, les statistiques de Noël neigeux. Ça fait très longtemps. Et ça a dû arriver 1 ou 2 fois en 100 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quasiment impossible d'avoir un Noël blanc chez nous. On ne prend pas de risque à dire probablement non, apparemment. Mais on ne sait jamais. Très peu probable. Pensez-vous que des hivers réellement froids sont encore possibles malgré le réchauffement climatique? Une question de Hugo. C'est une très bonne question. Alors le réchauffement climatique, bien évidemment, il implique d'avoir des températures de plus en plus élevées. Pas que, mais disons que c'est l'une des grandes conséquences et on l'a bien observé chez nous dans les régions méditerranéennes. Pour autant, est-ce que ça peut empêcher un hiver réellement froid? Alors il faut expliquer ce qu'est un hiver froid déjà. Quand on parle d'hiver, est-ce qu'on parle d'une vague de froid isolée durant l'hiver ou est-ce qu'on parle d'un hiver qui dans sa globalité est froid? Aujourd'hui, la probabilité d'avoir le trimestre décembre, janvier, février thermiquement sous les normes de saison, cette probabilité-là, elle est extrêmement faible. Oui, ça reste possible, mais c'est très improbable. Par contre, on peut avoir au milieu de l'hiver une vague de froid qui est très importante et qui, elle, va créer une anomalie thermique, mais généralement, elle va durer 10 ou 15 jours, cette vague de froid, guère plus. Donc, pour répondre clairement à la question, oui, on peut encore avoir des hivers froids, mais globalement et statistiquement, ces hivers deviennent de plus en plus rares. Si aujourd'hui on se retrouvait dans le même contexte météorologique, on estime que les températures seraient 2 à 3 degrés moins froides que ce qu'elles ont pu l'être par le passé. Ça, c'est une indication aussi à prendre en compte. Et je dirais même que si on a un hiver qui est globalement dans les normes, ce qui est déjà exceptionnel, je pense que le ressenti serait d'un hiver froid aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez de nouveau. Je pense qu'on est tellement habitué à avoir des températures très douces maintenant l'hiver, avec des 20 degrés souvent, que rien que d'avoir un hiver à peu près dans les normes ferait penser aux gens qu'on est vraiment dans un hiver froid. Il fait au moins 8000. Une dernière question qui encore rejoint un peu ce qu'on dit jusqu'à présent. Y aura-t-il de la neige cette année sur notre région? On imagine en pleine, parce que sur les reliefs, ça a déjà été le cas. J'ai prévu d'aller skier, donc oui. Sur la place de la Comédie ou au bord des arènes, c'est ça? J'irai skier dans les garrigues près d'Uzès, s'il neige cette année. Parce que, vous le savez, nous les Gardois sommes d'excellents skieurs, bien évidemment. C'est connu, c'est connu. Ça fait des années quand même qu'il n'y a pas eu un épisode neigeux vraiment généralisé. C'est vaste, ouais. En 2018, il y a eu un bel épisode de neige sur les plaines du Gard, d'Oléro, qui a touché très temporairement les plaines de l'Aude aussi.
Mais ça fait depuis 2010 finalement qu'il n'y a pas vraiment eu une vraie perturbation des neiges généralisée. Donc quand même statistiquement, on est dans les périodes de retour, ce qui laisse un peu d'espoir. Pour autant, de là à annoncer de la neige sur toute la région, c'est plus improbable aussi. On n'y est pas encore. On va passer les questions un peu sur le climat en général, sur la météo en général. Ça, tu devrais faire attention parce que c'est un sujet très sensible, le climat. Et on commence par une question assez sensible et vraiment très pertinente. C'est quelle quantité de pluie faut-il dans les Pyrénées-Orientales, on sait que c'est un département qui est en grave situation de sécheresse, pour un retour à la normale? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les Pyrénées-Orientales, globalement, ça fait 3 ans qu'il ne pleut pas assez, voire qu'il ne pleut quasiment pas, avec des impacts qui sont importants, puisque une partie de la végétation endémique a souffert des sécheresses, et bien évidemment, différents secteurs d'activité sont lourdement impactés, dont l'agriculture. Cette année, on est sur une pluviométrie qui est un peu plus significative que les années précédentes, puisqu'à Perpignan, il est déjà tombé un peu plus de 400 mm. Bien évidemment, ça ne suffit pas à enrayer la sécheresse. Globalement, on estime que sur la base des 3 dernières années, il manque 600 à 700 mm de précipitations pour normaliser à nouveau la situation. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Comment sont récoltées les données des différents points de mesure dans notre région? Donc j'imagine notamment des stations météo, comment elles communiquent un peu toutes ces données, comment nous on les recueille ensuite pour faire nos prévisions. Une question de Pierre. Peut-être expliquer déjà qu'une station météo, c'est un instrument qui permet de mesurer des paramètres météo. Et ça, il y a souvent de la confusion là-dedans, c'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que la station météo fait des prévisions météo. Et ces données-là, pour les récolter, on installe dans la station météo l'équivalent d'une box Wi-Fi, ce qu'on appelle un transmetteur GSM, qui ensuite nous permet de récupérer les données sur un serveur informatique. Et ces données-là ensuite, elles vont être intégrées dans les modèles de prévision, ce qui va nous permettre de faire des prévisions météorologiques. Y a-t-il des risques de submersion, de montée des eaux en bord de mer? Donc vraiment notamment le secteur de Palavas, Carnon, la Grande Motte. On sait que c'est un bord de mer assez plat avec peu d'altitude. Et c'est vrai qu'on nous a souvent posé la question, j'imagine notamment en lien avec le réchauffement climatique. Donc là c'est une question de Françoise qui nous demande s'il y a un risque de submersion, montée des eaux sur ce littoral. La prévision aujourd'hui à l'horizon de 2100, c'est une élévation de 80 cm du niveau de la mer sur le littoral du Languedoc. Une eau de mer qui monte de 80 cm, c'est aussi une vulnérabilité accrue en cas de tempête. Donc c'est effectivement l'un des risques à considérer, et pas seulement sur le littoral héroltais, c'est un risque qui est quasiment généralisé à la terre entière. Il faut savoir que là, j'ai vu récemment, il y a plusieurs communes du littoral qui sont passées un peu en situation d'alerte face à ce risque de montée des eaux. Et bon, il faut savoir que les communes font en sorte en fait de réduire cet impact avec différentes solutions, parce que le but c'est vraiment que toute la population puisse rester sur place, parce que déplacer des milliers de personnes, ça reste quand même très compliqué, surtout sur un littoral quand même très touristique. Oui, il y a de gros enjeux de mobilité des populations, et bien évidemment, il y a quand même une certaine résilience territoriale à mettre en place des mesures de mitigation, de protection, pour essayer en tout cas de retarder le plus possible ce phénomène. Ouais. On a une question qui concerne les stations de référence en fait pour le passage des vigilances. Je pense que certains ont remarqué pendant les étés en fait, qu'on passe souvent par exemple en vigilance orange ou pas certains départements en fonction d'un certain seuil de température sur des stations météo. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que par exemple on a la station de Montpellier qui est en fait à Fréjorgues sur l'aéroport et qui est finalement plus proche du littoral et qui n'est pas représentatif du climat entier de Montpellier mais aussi de l'Hérault. Donc on nous demande vraiment sur quoi on se base, sur quoi Météo France finalement se base sur le passage en canicule d'un département. Alors ça c'est important ce que tu dis, la vigilance météo déjà, c'est une compétence qui est propre à Météo France, dans laquelle nous, privés, n'intervenons pas. La vigilance orange, notamment concernant la canicule, elle est basée sur des facteurs dits biométéorologiques, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de température. D'ailleurs, on le voit bien, en France, chaque département a ses seuils de température pour déclencher le niveau de vigilance. Il y a aussi la durée de l'épisode de chaleur qui va rentrer en compte. Donc par exemple, sur le département de l'Hérault, effectivement, il ne faut pas se fier à la station de Montpellier-Fréjorgues, qui finalement est très proche du bord de mer et qui va présenter un profil de température radicalement différent de ce qu'on a dans l'intérieur des terres. On peut se retrouver à Montpellier-Fréjorgues avec 33 degrés l'après-midi, mais qui fasse 39 dans l'arrière-pays. Ça arrive souvent d'ailleurs quasiment tous les ans. Donc la station de référence est quand même une indication forte pour la prise de décision, mais je trouve que ces dernières années, ça a pas mal évolué et que Météo France prend davantage en compte désormais la situation à l'échelle du département
En tout cas, nous, on souligne qu'il y a eu une véritable amélioration dans la prise de décision de ce niveau-là, en étant honnête. Oui, on a eu des vigilances orange, je crois, avec juste une pointe, mais elle était très importante, au-dessus de 40 degrés, sans que ça dure 3 jours. Oui. Je pense que les seuils évoluent un petit peu en fonction de ce qu'on a. Une adaptation aussi vis-à-vis de ce qui se passe et de ce qu'on est amené à voir, parce que il est vrai qu'en quelques années, les pics de chaleur ont été beaucoup plus prononcés, même si certains doutent de ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Je veux dire, on a à peu près 100 ans de relevés dans la région, et en tout cas sur la base des 100 dernières années, on ne va pas épiloguer sur ce qui s'est passé il y a des dizaines de millions d'années, mais en tout cas sur la base des 100 dernières années, on le voit bien, il n'a jamais fait aussi chaud. Que ce soit mensuellement ou en termes de pic de chaleur, puisque dans certains départements, comme le Gard par exemple, la barre des 40 degrés est atteinte quasiment tous les étés, alors qu'elle était exceptionnellement atteinte avant 2017. Quelle est la différence entre une inondation, comme on connaît dans le Gard, notamment à Nîmes en 88 ou même en 2002, et celle qu'on a suivie malheureusement à Valence en Espagne cette année? Est-ce qu'on peut trouver des similitudes ou au contraire des différences entre ces deux types d'inondations? Une question de Sandrine. Alors là, ce qu'on peut dire, c'est que les épisodes méditerranéens, à savoir de fortes pluies orageuses sur les plaines de la Méditerranée, ont toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose d'exotique. Et ce qui s'est passé dans la zone de Valencia cette année est à peu près équivalent en termes de pluviométrie à ce qui s'est passé les 8 et 9 septembre 2002 dans le Gard. La différence notable, c'est que même si en 2002 ça a été quand même catastrophique, la question qu'il faut se poser, c'est où tombent ces cumuls de précipitations. On a toujours eu des épisodes pluvieux diluviens en Méditerranée, ça fait partie de notre climat. Là où ça pose problème, c'est quand ces événements pluvieux se produisent dans des zones extrêmement vulnérables. Et là, en l'occurrence, l'Espagne, ce qui s'est passé, il y a effectivement eu un événement pluvieux qui a été majeur, puisqu'on a eu localement 800 mm de précipitations, ce qui reste énorme. Mais il y a de nombreuses communes qui étaient construites dans des zones qui ne devraient pas être construites. Mais automatiquement, quand on construit des villages ou des villes au-dessus de rivières, on a ce risque effectivement d'avoir des dégâts majeurs. Et c'est là qu'on fait appel à la notion de culture du risque. C'est que parfois pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, il ne se passe rien dans un secteur. Et les nouvelles populations qui s'installent ont tendance à oublier que ça existait. Et malheureusement, il y a toujours une piqûre de rappel, puisque le jour où les inondations se reproduisent, on dit ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais produit. La réalité des faits, c'est que des épisodes diluviens, il y en a toujours eu en Méditerranée, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, dans les autres pays méditerranéens, et on sait qu'il y en aura toujours. Ça fait partie du climat de notre région, donc on se doit de réfléchir à la structuration des territoires pour éviter ce type de catastrophe. On a eu un événement assez proche entre ce qui s'est passé à Valence et ce qui se passe chez nous avec le système d'orage en V. Je crois qu'on en a beaucoup parlé, avec un orage vraiment stationnaire pendant plusieurs heures qui finalement inonde toute une région. Donc après, comme tu le disais, si cet orage tombe dans les garrigues ou si elle tombe en plein centre-ville, déjà ça n'a absolument pas les mêmes conséquences. Bon, malheureusement, c'est ce qu'on a vu avec Valence. Là, on revient un peu sur ce que tu as un peu parlé tout à l'heure. Comment répondez-vous aux messages climato-sceptiques ? Est-ce qu'on reçoit des insultes ou des menaces sur notamment les réseaux sociaux ? On sait que c'est là-bas qui s'expriment. Et sont-ils si nombreux au final ? Une question d'Éric. Alors malheureusement, oui, les messages climato-sceptiques sont extrêmement nombreux et répandus dans la population. De plus en plus, je dirais. Oh, je sens que vous êtes complotiste, vous. Effectivement, on reçoit fréquemment des insultes, des menaces, mais c'est vrai qu'on n'est absolument pas sensible à ce genre de commentaires. Je dirais qu'on s'est blindé au fil des années. Oui. Et surtout, je ne vais pas forcément chercher à justifier ou à répondre à ces personnes-là, puisque de toute façon, elles sont dans un raisonnement qui est complètement décousu. Aujourd'hui, être climato-sceptique, c'est quand même quelque chose de surprenant, parce qu'on peut démontrer de façon absolue que la planète se réchauffe, qu'il y a des événements qui ne se produisaient pas, qui se produisent, et qu'il y a globalement une évolution du climat. Comme on le disait, les inondations, ça a toujours existé. On ne dit pas que ça n'a jamais existé et qu'à cause du réchauffement, maintenant, ça existe. Voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Mais en tout cas, à l'échelle de notre région, puisqu'on est dans le cadre de Météo Languedoc, on le sait de façon absolue, les températures sont en train de monter. Le nombre de jours de gel est en train de diminuer. Les sécheresses, en tout cas, sur le Roussillon, on a des historiques de sécheresse, mais c'est la plus forte jamais observée, depuis qu'on fait des relevés, bien évidemment. Ces paramètres-là, ils sont mesurés et du coup, ils sont quand même relativement indiscutables. Oui, les chiffres sont indiscutables en tout cas. Oui.
On peut discuter peut-être des tendances et des prévisions à très long terme, à 2100, 2200, mais ce qui se passe actuellement, c'est indiscutable. Je soulève un écueil quand même, c'est qu'on a entendu ces dernières années que le réchauffement climatique allait induire de plus en plus d'épisodes méditerranéens et cévenols. Et c'est vrai que nous, on en parle souvent dans notre équipe. Et pour le moment, c'est absolument pas ce qu'on observe. C'est même plutôt l'inverse qu'on observe d'ailleurs. Et les raisons, elles sont relativement simples. C'est que pourquoi ça se réchauffe sur notre région ? Eh bien, tout simplement parce que l'anticyclone remonte de plus en plus franchement vers le nord, c'est-à-dire vers la France. Et forcément, vous pouvez avoir une eau de mer qui est à 40 degrés. Si c'est anticyclonique, s'il n'y a pas une dépression pour déclencher l'épisode, il ne se passe rien. Donc aujourd'hui, dire que le réchauffement climatique induit, en tout cas pour notre région, je parle bien de la région méditerranéenne, plus d'épisodes méditerranéens et cévenols, aujourd'hui personne ne peut l'affirmer et c'est même plutôt l'inverse qui semble se dessiner pour le moment. Concernant l'intensité, c'est autre chose par contre, puisqu'effectivement plus il fait chaud et plus le contenu en eau précipitable dans la masse d'air est important, plus l'instabilité peut être importante et ça on va dire que ce sont des facteurs aggravants en termes d'intensité, mais pas forcément en termes de répétition. On va passer maintenant aux questions sur l'équipe. On va peut-être présenter l'équipe. Première question, belle passion, depuis quand ? Question de Laurence. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait déjà plus de 10 ans Qu'on a créé Météo Languedoc. Et oui. Et la passion, elle a débuté bien avant ça. Depuis toujours. Pas toi, depuis quand Toujours. Mes premiers souvenirs, je me revois dans la neige. Donc là où j'habite encore aujourd'hui, à Saint-Quentin-la-Poterie. À l'époque, on avait un peu plus de neige. C'est pas si vieux, mais enfin, 30 ans. Et moi, personnellement, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par la météo, par les phénomènes extrêmes, les comprendre. Ayant vécu des événements conséquents dans la région, importants, dont les inondations de 2002, je pense que c'est quand même venu renforcer cette passion. L'envie de comprendre, mais pas que, on va pas être hypocrite. Le fait aussi d'être impressionné par les phénomènes. Et toi, c'est un peu pareil, je pense. Oui, c'est exactement pareil. Je me souviens quand j'étais tout petit, que je regardais à la fenêtre pour voir s'il tombait un flocon de neige. C'est ça, des nuits entières à regarder par la fenêtre. Je regardais la météo à la télé, toutes les météos possibles, imaginables, et puis après sur Internet. Ils étaient moins fiables que nous quand même à la télé. Voilà, mais donc oui, depuis tout jeune. Ça a toujours été une passion et même si ça se voit pas trop de l'extérieur, ce qu'il faut se dire c'est que c'est une passion qui prend beaucoup de temps parce que la météo elle choisit pas ses jours, elle choisit pas ses heures et c'est aussi ça qui peut être compliqué, c'est que c'est un enchaînement jour et nuit. Qui fait la pluie et le beau temps à Météo Languedoc ? Ça, c'est une bonne question. On profite pour présenter un peu toute l'équipe. Bon, ils sont pas là, mais on peut quand même les présenter. Bien sûr. C'est une équipe donc qui fait la pluie et le beau temps chez Météo Languedoc. Alors aujourd'hui, dans notre équipe de prévision, on a Vincent qui est avec nous quasiment depuis le début, qui est un bon prévisionniste. On a également Axel qui lui aussi fait des prévisions météo. Et je dirais que sur la partie prévision, il y a nous deux également qui intervenons. Clara aussi qui intervient de temps en temps. Donc on va dire qu'on est 5 personnes à vraiment nous occuper de la pluie et du beau temps sur Météo Languedoc. Voilà, après on peut ajouter Guillaume du coup. Oui. Qui ne fait pas la pluie et le beau temps, mais qui contribue à vous la montrer dans le sens où il est développeur web, donc il gère vraiment toute la partie informatique. C'est notre informaticien, le gourou de l'informatique. Voilà, donc si jamais le site marche très bien, vous pouvez lui dire, et si jamais il y a un bug, vous pouvez aussi lui dire. Il faut se plaindre, c'est la faute de Guillaume. Voilà. Où êtes-vous basé ? Nos locaux officiellement sont basés sur Alès, dans le département du Gard. Après, en soi, pour nous, ça change pas grand-chose. On pourrait faire nos prévisions météo où que l'on soit, à mesure qu'on a une connexion Internet. C'est une chance. Voilà, donc c'est l'un des gros avantages de ce métier, c'est qu'on est capable de travailler n'importe où. D'ailleurs, c'est vrai que Météo Languedoc aujourd'hui est basé à Alès, mais on intervient dans plusieurs pays à titre professionnel. Voilà, justement, je pense qu'on va y passer sur les questions sur la société. Avant ça, quel matériel utilisez-vous ? Donc une question de Lydie, donc j'imagine pour faire nos prévisions météo, qu'est-ce qu'on utilise principalement ? Notre ordinateur avec Internet, parce qu'on a la chance d'avoir de très nombreuses données en open data, donc ça veut dire disponible, vraiment des sites comme Météo Ciel. Vous avez aussi Infoclimat, vous avez vraiment de nombreux sites qui nous permettent. Météologix. Voilà, des sites à l'étranger ensuite. On a aussi travaillé sur nos outils quand même. On a aussi notre propre modèle, qui nous permet vraiment d'avoir tout un panel de modèles de prévision que ensuite nous on analyse pour faire nos prévisions. Et je dirais quand même aussi un réseau important de stations météo, puisque ça fait des années maintenant qu'on en installe en France et à l'étranger, et ça participe quand même aussi à notre activité aujourd'hui. Quel est votre statut professionnel ? On est des branleurs. Professionnel.
Des branleurs professionnels. Donc l'occasion de présenter ce qui se cache derrière Météo Languedoc, qui est finalement juste notre vitrine, on va dire, régionale. Oui, c'est une petite partie de l'iceberg, Voilà. Météo Languedoc. Et finalement, on a derrière une société depuis maintenant 2017, mars 2017. T'as bonne mémoire. Ouais, ça commence à dater. Oui, ça fera bientôt 8 ans en fait qu'on est professionnel de la météorologie. Donc notre statut professionnel, on a une SARL en fait, qui est un bureau d'expertise météorologique et qui nous permet effectivement de proposer des services à tous les professionnels météo sensibles. C'est vrai que dans le quotidien, souvent on nous demande mais comment vous faites pour vendre de la météo, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous vendez, est-ce que vous présentez la météo à la télé. Donc il faut savoir qu'on travaille avec plein d'acteurs qui sont sensibles aux prévisions météo. Ça peut être de l'agriculture, ça peut être les métiers du BTP, du transport, de l'assurance, du tourisme. On va travailler sur des projets autour de l'eau, sur de la sécurité civile. Voilà, donc c'est quelque chose de très transversal. C'est vrai que la météo, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve gratuitement de partout, sur Internet, dans des applications. Le nombre d'applications qui prévoient la météo à la commune près. Mais nous, on apporte vraiment une expertise humaine à ça. Et c'est vraiment là-dessus qu'on s'est démarqué et qu'on a pu monter notre société. Il y a aussi une grosse différence, je dirais, entre ce qu'on propose sur Météo Languedoc, qui est destiné au grand public, et ce qu'on fait sur ARIA, notre société. ARIA, c'est l'acronyme d'anticipation des risques hydrologiques et atmosphériques. Et c'est vrai que sur ARIA, on propose des prévisions qui sont nettement plus ciblées. Une question, vous dormez quand ? Combien vous êtes dans l'équipe ? Donc ça, on y a déjà répondu juste avant. Et est-ce votre activité principale ? Question de Maggie. Alors, quand est-ce qu'on dort ? On dort la nuit, comme tout le monde, quand on ne travaille pas. Ouais, je dirais que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une saisonnalité dans ce travail. En gros, de février jusqu'à octobre, c'est vraiment compliqué parce que je dis pas qu'on travaille 24 sur 24, mais c'est quasiment ça. Donc ça demande vraiment à nos équipes de se relier constamment. Et c'est vraiment une période qui est très active où effectivement, on est relativement impacté sur le sommeil. A contrario, entre novembre et mi-février, on va dire, là on est dans la période qui est dite beaucoup plus calme. Est-ce que c'est notre activité principale ? Oui, c'est clairement notre activité principale. Aujourd'hui, on vit de notre métier à 100%. Voilà, c'est ce qui nous permet d'embaucher, et même d'embaucher d'ailleurs une nouvelle personne oui, d'ailleurs, dès le début d'année prochaine. Donc oui, c'est notre activité principale. Et on a de la chance de pouvoir vivre de notre passion. Oui, c'est un privilège. C'est une chance. Y a-t-il une femme dans votre équipe ? Donc on l'a dit juste avant, mais on peut le redire. Et malheureusement, il n'y a qu'une seule femme. Oui, parce que on préférerait qu'il y ait plus de femmes. Le domaine météo est un domaine assez masculin, je ne sais pas trop pourquoi. C'est la coïncidence, le hasard sûrement. Ouais. Donc on a une femme qui s'appelle Clara. Et on est content de toi, Clara, je tiens à te le dire, on veut te garder. Après on est ouvert si jamais il y a... Voilà, mesdames, envoyez-nous vos CV éventuellement. On est prêt à vous rencontrer. Ok. Pour faire les prévisions du jour, vous vous levez très tôt ou vous vous couchez très tard. Et combien de temps en moyenne pour un bulletin sur la région ? Une question de Julien. Je dirais que globalement, on se lève très tôt. Oui. Puisque généralement, notre équipe débute autour de 4h30 le matin, 7 sur 7. Parce qu'il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, c'est tous les jours comme ça. Et on peut se coucher effectivement très tard. Il arrive parfois que le prévisionniste qui clôture la nuit donne le relais, réveille celui qui arrivera le matin. Ça arrive souvent en pleine saison, donc certains se couchent très tard, d'autres se lèvent très tôt. Mais globalement, il y a une organisation de sorte à ce qu'on puisse couvrir tous les événements 24 heures sur 24, qui, on vous le rappelle, ne se limitent pas à la région de Languedoc. Combien de temps pour un bulletin pour la région ? Peut-être que Julien fait référence au bulletin qu'on publie tous les jours. Sur les réseaux, ouais. C'est relativement rapide, je dirais entre 10 et 15 minutes. Travaillez-vous avec Maxence de la météo sorguaise ? Et je pense que de manière générale, j'ai pris cette question pour vraiment évoquer toutes les autres pages météo qu'il y a régionales autour de la nôtre et même en France en général. C'est une super page. Ce qui fait Maxence, c'est du très bon travail. Honnêtement, c'est la référence dans le Vaucluse. Il faut le reconnaître. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de lien direct avec Maxence. Voilà, on souligne quand même la qualité du travail et globalement je dirais de nombreuses pages météo parce que c'est pas le seul dans la région qui fait du super boulot. Il y a l'association météo de Béziers aussi qui est super. Ouais. Il y a une autre page aussi qui porte quasiment le même nom que la nôtre. Météo Languedoc-Roussillon, je crois. Sûrement, ouais. Voilà, il y en a énormément en tout cas. Voilà, et toutes ces pages, elles font du super travail, voilà, on le reconnaît. Après, on ne travaille pas forcément ensemble. Quoi qu'il arrive, on encourage de travailler dans sa passion comme ça. Oui, c'est bien, c'est très bien. On ne peut qu'encourager. Êtes-vous en lien avec d'autres acteurs comme Vigicru ? Est-ce qu'on est reconnu pour faire changer d'avis une vigilance météo France ? Et est-ce qu'on contribue notamment aux alertes, aux messages d'alerte à l'échelle nationale ? Une question de Stéphane. Ça peut être l'occasion de le rappeler en fait.
que nous, on est un organisme privé, Oui. à la différence de Météo France qui est public, et que donc non, on n'a absolument aucun lien avec Vigicru ou la vigilance Météo France. Et on ne cherche pas à en avoir du tout d'ailleurs. Voilà. En fait, on respecte les services de l'État, tout simplement. Aujourd'hui, c'est une compétence qui est donnée à l'État et on pense, en tout cas moi personnellement, je pense qu'il faut que ça le reste. Voilà, donc non, on n'a pas directement une action sur la décision, la prise de décision de la vigilance. C'est vrai qu'il arrive qu'on soit contacté, on va dire, plus ou moins officiellement ou officieusement par des services publics. On Donc y de l'info complémentaire. voilà, quoi, en on tout y cas. répond toujours en complémentarité, mais par contre on renvoie toujours vers l'information officielle étatique, à savoir la vigilance de Météo France et bien évidemment le suivi des outils hydrologiques via Vigicru. Là, Dernière question, ça c'est la plus et importante pas, de toutes. pas des moindres, oui, pas des moindres. Où sont les coins à champignons? On vous l'a dit en début de vidéo. Ah, Une ça, question de Christophe d'ailleurs, qui a un joli prénom. je sais pas si on va le dire ça. Hein. Où sont les coins à champignons? On peut quand même dire quelques... Il s'en trouve parfois hein, en Lozère, mais pas que. Dans le Gard. On en fait aussi un peu dans le Gard. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ce qu'on peut dire, c'est que cette année était une année à girolles. En tout cas, dans les garrigues, je ne sais pas si vous avez trouvé des girolles, mais... Il s'est fait des cèpes, mais nous on a été mauvais. Oui. On en a fait 2 au mois de juillet, on avait besoin de prendre l'air. Et après, on s'est loupé, je crois que toi t'en as fait un peu, non? J'en ai fait quelques-uns, mais Alors c'était il pas- s'en est fait quand même, Ouais. mais on n'était pas au bon endroit au bon moment. Ouais, c'était pas... Des girolles, par contre, il y en a eu beaucoup. Et Des kilos et des kilos. La truffe qui commence à arriver aussi un petit peu. Mais voilà, il faut pas il faut être connaisseur. Voilà. Donc voilà, les coins à champignons, jetez un coup d'œil dans les forêts. C'est vraiment le meilleur endroit pour les trouver. Ou alors sinon au supermarché, il y en a au rayon congèle aussi. Au marché, sinon, sur les marchés C'est vrai qu'on locaux, pourrait il doit y organiser une petite rencontre un jour champignons. Non. En tout cas, on tenait à vous remercier toutes et tous pour vos questions. C'est toujours bien sympa de pouvoir interagir avec vous. On a eu de nombreuses questions. Ouais, au final, l'appel a été bien suivi. On est quand même dans une volonté aujourd'hui de développer cette partie communication comme on a pu le faire un petit peu à notre création et de retravailler un peu là-dessus pour vous montrer un petit peu l'intérieur des coulisses de Météo Languedoc. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, je pense qu'on a fait le tour des questions. Et puis fini. c'est l'heure de manger. C'est l'heure, j'ai faim. On vous souhaite une belle journée et à très vite. Salut à très tous. Alex a chopé la chiasse. Hein. Je me retiens depuis tout à l'heure. Bisous à tous mes fans. Salut Météo Languedoc, foire aux questions. Attends. Christophe de Météo Languedoc. Alexandre. Non, c'est nul. C'est nul. C'est ça le vie. Ça fait déjà 10 ans que la communauté Météo Languedoc existe. Putain, mais j'ai merdé. Mais toi, sinon comme ça. Et Ouais, ça va, non, donc, mais-